Allô, c'est toi? Mais t'es où là? On tourne l'émission. Ah mince, plus de batterie. Heureusement que vous êtes là et derrière vos écrans ou encore derrière la caméra. Et oui, que ce soit pour tourner nos émissions, nous regarder ou encore allumer les vitrines des commerçants ici au centre-ville de Sarreguemines, l'énergie est partout dans notre quotidien. Dans cette émission, nous allons vous montrer comment notre région franco-allemande produit, transporte et consomme l'énergie. On yes qu'est los. Se chauffer, s'éclairer, se déplacer, faire tourner les industries. Chaque usage du quotidien repose sur une source d'énergie. Lors de la crise du gaz, l'Europe a dû s'adapter en urgence. La solidarité franco-allemande a fait la différence, exemple avec cette interconnexion gazière à la frontière. Pour réduire la dépendance aux énergies fossiles, l'hydrogène s'impose comme un pilier de la transition. Plusieurs initiatives voient le jour sur notre territoire, exemple avec le projet Émilie à Saint-Avold. La transition passe aussi par nos logements. Le diagnostic de performance énergétique devient essentiel pour vendre, louer ou rénover en France. De l'autre côté de la frontière, en Allemagne, le système diffère. Explication dans cette émission. Enfin, dans notre rubrique découverte, partons à la rencontre de Thomas Maria Schmidt, forgeron passionné près de Pirmasens. Via cette interconnexion gazière, la France alimente l'Allemagne en gaz, une énergie très utilisée en Sarre pour se chauffer. C'est même la principale source de chauffage en Allemagne. Nous allons découvrir comment fonctionnent ces solidarités européennes et ce qu'elles changent concrètement pour nos habitants en région transfrontalière. Bonjour Vincent Rousseau. Bonjour. Donc vous êtes porte-parole de l'entreprise Natran et on va parler d'un site aujourd'hui qui se trouve là juste derrière nous. C'est une infrastructure hautement sécurisée et pour de bonnes raisons puisque nous pouvons pas forcément y accéder parce que c'est ici que transite une partie essentielle du gaz entre la France et l'Allemagne aujourd'hui. Alors pouvez-vous nous rappeler justement le rôle de ce point de passage gazier pour notre région frontalière là, donc de cette infrastructure qui se trouve juste derrière nous? Eh bien, disons que pendant plusieurs décennies, cette station a transité du gaz de l'Allemagne vers la France. C'était un point d'approvisionnement important pour l'approvisionnement en gaz de tout le territoire national. Et c'est vrai que depuis quelques années, les flux se sont renversés avec un point de bascule en 2022, avec le début de la guerre en Ukraine, où là, les flux sont passés de Allemagne vers France, à France vers Allemagne, notamment à une époque où l'Allemagne qui était fortement exposée en tout cas, et qui n'avait pas tous les points d'approvisionnement nécessaires pour assurer son approvisionnement. On a réussi en très peu de temps à renverser la vapeur et à faire en sorte que le gaz qui pendant plusieurs décennies est véritablement descendu vers la France, on a remonté les flux. Voilà. Donc c'est un point qui est hautement symbolique parce que finalement il démontre la chose suivante, c'est que le réseau gazier français et même le réseau gazier européen a réussi finalement en très peu de temps à renverser les flux sans forcément que ça se voit, voire même sans que ça se voit du tout. Donc concrètement, depuis la signature de l'accord que vous mentionnez en 2022 entre le gouvernement français et le gouvernement allemand, donc maintenant les flux ont été inversés et c'est plutôt la France qui envoie son gaz vers l'Allemagne. Concrètement, est-ce que l'inversion des flux ici à la frontière a changé le rôle de notre région dans l'équilibre énergétique entre nos deux pays ? Alors on a passé du gaz vraiment juste après l'inversion des flux en 2022-2023 parce que le temps que l'Allemagne se reconfigure, notamment avec l'Allemagne était assez faiblement dotée en terminaux GNL. C'est vraiment le GNL qui est venu au secours finalement des sujets d'approvisionnement en France et même en Europe. Donc ce point a énormément servi dans le cadre de la solidarité entre les États membres et notamment entre la France et l'Allemagne. Là aujourd'hui les choses se sont un peu calmées, on peut pas, les flux ont été assez faibles en 2025, mais c'est un point qui reste évidemment opérationnel. Vous avez ici en permanence des personnes qui travaillent à maintenir ce site au cas où, là au moment où on se parle, il y a du gaz qui passe. Donc voilà, c'est un point qui fonctionne et que maintenant de façon assez pérenne on peut dire le gaz fonctionnera dans ce sens-là.
Alors du gaz est transporté de la France vers l'Allemagne. Pour avoir maintenant un ordre d'idée un peu concrètement, combien de quantité de gaz par jour finalement est-on capable de transporter vers l'Allemagne? Écoutez, les capacités ici, alors c'est public, hein, la somme des capacités, France vers Allemagne est de l'ordre de 200 gigawattheures par jour, donc ça commence à faire beaucoup. Mais voilà, aujourd'hui, on passe un petit peu de gaz, mais voilà, on n'est pas en train de saturer le point. Ouais, c'est un peu comme tous les points d'interconnexion, hein. Nous, en tant que transporteurs de gaz, finalement, on passe le gaz qu'on nous demande de passer. C'est pas nous qui avons la main sur le robinet, hein. Ce sont les expéditeurs qui, tous les jours, nous envoient leurs commandes. Et nous, voilà, on achemine du gaz d'un point A à un point B et on fait en sorte de passer le gaz qu'on nous demande. Voilà. Et est-ce que, parce que là on vit quand même dans une région frontalière, donc il y a la Sarre voisine, Oui. il y a la Rhénanie-Palatinat, etc. Ici on est en Moselle. Est-ce que finalement aussi on peut dire aujourd'hui que les ménages et même les industries locales profitent finalement aussi un petit peu de ce gaz d'une certaine manière? C'est toujours intéressant, hein, d'être près d'un grand ouvrage gazier. En termes de sécurité d'approvisionnement, là, vous êtes vraiment sur les grandes autoroutes du gaz européennes. Et donc, forcément, c'est une assurance. Alors, à la fois pour les consommateurs, mais aussi pour les industriels, hein, qui sont près d'une source, quoi qu'on dise, une énergie qui est assez bon marché, hein. En termes de compétitivité industrielle, c'est toujours intéressant, effectivement. Et j'allais quand même vous poser la question au niveau du gaz, d'où vient-il exactement en fait? Il vient de la Norvège, des pays européens, du Qatar? Il vient d'où exactement le gaz qui est envoyé ici vers l'Allemagne? Alors, encore une fois, comme je le dis ici, il y a très peu de gaz finalement. Ouais, Enfin, il y en a eu, mais aujourd'hui, il y en il a y en a moins. très peu. Nous, en tant que transporteurs, en fait, l'origine du gaz, on n'a pas à le savoir et on le sait pas. Voilà. Mmh. Donc après, vous prenez la littérature et tout ce qui est public. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'approvisionnement français, il se fait principalement beaucoup à base de GNL, encore plus maintenant qu'avant la guerre en Ukraine, hein. On a 4 terminaux méthaniers en France. Donc voilà, quelque part, derrière le GNL, il y a des approvisionnements qui sont très diversifiés avec du gaz qui provient de quasiment partout dans le monde. Et puis la Norvège, hein, vous l'avez dit, qui plus que jamais aujourd'hui est quand même le pays qui assure un approvisionnement important de la France, pas que de la France d'ailleurs, mais la France effectivement, pour des raisons historiques, avait ce contrat d'approvisionnement qui s'est encore renforcé au lendemain de la guerre en Ukraine, Mmh. effectivement. Bon, on a beaucoup parlé de gaz, monsieur Rousseau, mais je me posais la question, cette infrastructure là derrière nous, pourrait-elle demain servir au transport aussi d'hydrogène entre nos deux pays où on est finalement le gros projet en termes d'hydrogène? Le réseau gazier existe et toute l'astuce, entre guillemets, ou en tout cas le défi, consiste à voir qu'est-ce qu'on peut faire de ce réseau gazier qui est là, qui a été construit, financé, pour imaginer une seconde vie et potentiellement passer autre chose que du gaz naturel, Mmh. hein. Et ce point est très symbolique parce que Obergelbach, il est sur le passage d'un projet européen, hein, qui s'appelle le H2Med. Donc c'est un corridor de transport d'hydrogène qui relie la péninsule ibérique à l'Allemagne et qui passe par la France. Et donc la partie française de ce grand ouvrage qu'on appelle le projet Hyphen, qui va de Fos à la frontière allemande. Et on est exactement ici, finalement, à la fin du projet Hyphen, futur maillon français de ce corridor H2Med, hein, pour transporter l'hydrogène en lieu et place du gaz naturel. Et pas très loin d'ici, on a également un autre projet hydrogène, donc également en Moselle, le projet Mosaïque, qui consiste à produire de l'hydrogène en France, du côté de Carlin, pour être consommé en Allemagne pour une mise en service en 2029. Donc avant ce grand ouvrage H2Med qui arrivera quelques années plus tard. Eh bien, merci Monsieur Rousseau. On a appris pas mal de choses sur cette infrastructure ici à Obergelbach qui est très importante ici dans notre région frontalière. Merci beaucoup pour les informations. Je vous propose tout de suite dans l'émission Grenzenlos d'aller voir un tout autre projet, un projet aussi consacré à l'hydrogène. C'est un projet porté par Gazelle Énergie au niveau de la centrale Émile Luchet à Saint-Avold. Émilie Capodici nous en dit plus sur les dernières avancées du projet Émilie.
Alors là, on se trouve exactement à l'endroit où on a en fait de la place il y a quelques années en arrière. Je pense que beaucoup de gens s'en souviennent. On a dynamité une tour aéro-réfrigérante. Alors l'objectif, c'était vraiment d'y mettre à la place un projet de production d'hydrogène, le projet Emily. C'est un projet qui est bien avancé aujourd'hui puisqu'on vient de finir l'enquête publique. L'un des plus gros projets français qui va obtenir, on va dire d'ici cet été, une autorisation de production et un permis de construire. Donc en fait, il y a très peu de projets en France de cette envergure qui ont cette capacité aujourd'hui à être prêts techniquement. Et voilà, donc ça va se passer juste derrière moi, c'est à l'angle sud-est de la centrale. L'hydrogène sera produit par électrolyse, un procédé qui consiste à séparer l'hydrogène et l'oxygène contenus dans l'eau grâce à un courant électrique. Donc c'est un hydrogène qui va être fabriqué à partir d'une eau pure qu'on va purifier. Et cette eau, on va venir la casser avec un courant électrique. Et bien entendu, on va dire que la couleur de l'hydrogène, son niveau de carbone va être lié au type d'électricité qui va être utilisé pour casser la molécule d'eau et faire de l'hydrogène et de l'oxygène. Aujourd'hui, on a dimensionné un projet qui peut aller jusqu'à 200 MW. Voilà, ça c'est la taille en termes de consommation d'électricité pour produire l'hydrogène. Et ça représente à peu près 20-25 000 tonnes d'hydrogène par an. Cet hydrogène est destiné en priorité à l'industrie lourde engagée dans sa transition énergétique. C'est l'aciériste Saarstahl qui est on va dire à 10-20 km à vol d'oiseau de chez nous, à Dillingen, qui eux, par leur transformation aussi de leurs moyens de production d'acier, vont initier la demande d'hydrogène avec le pipeline Mosaïque, la canalisation transfrontalière qui est sur site. On aura l'occasion de le voir aussi. Après, quand vous voulez construire un projet, bien entendu, il vous faut des clients qui vont vous acheter de l'hydrogène. Donc aujourd'hui, il y a eu un premier appel d'offres de Saarstahl qui est relativement faible par rapport à leurs ambitions et leur volume d'hydrogène. Il y en a d'autres qui vont venir par la suite. Il y a d'autres industriels qui sont intéressés. On a eu une délégation luxembourgeoise encore au mois de décembre, une délégation d'industriels sarrois qui était là chez nous encore il y a quelques semaines. Donc on a quand même un écosystème auprès de la grande région d'industriels qui s'intéressent à tout ça. Il y a Saarstahl qui pousse et qui continue de monter en puissance sur son hydrogène. Donc nous, notre objectif, c'est d'accompagner tous ces clients et de monter en puissance avec eux en même temps qu'eux sont en capacité de se connecter à un réseau Mosaïque que tout le monde attend avec impatience. Pour la première phase du projet Mosaïque, c'est Verso Énergie à Carlin également qui fournira les premiers volumes d'hydrogène aux sidérurgistes allemands. Le projet Emily reste prêt à se connecter au réseau dès que de nouveaux industriels s'engageront, laissant entrevoir la montée en puissance future de l'hydrogène transfrontalier. Les horizons de consommation aujourd'hui sont donnés sur des horizons à 2029-2030. On attend que le réseau soit prêt, que des clients s'engagent à consommer de l'hydrogène qui arrivera sur ce réseau. Et nous, bien entendu, vous voyez derrière, la place est déjà faite. D'ici cet été, on aura les autorisations de construire. Donc aussitôt que tout le monde s'aligne, on est parti et on lance les travaux. Après le gaz et l'hydrogène, place à l'électricité et plus précisément celle produite par les énergies renouvelables. Faisons un focus tout de suite sur le photovoltaïque qui connaît une forte accélération en Europe. La France s'est fixé de nouveaux objectifs de puissance installée, tandis que l'Allemagne affiche des ambitions encore plus élevées. Qu'en est-il concrètement chez nous en région Grand Est et de l'autre côté de la frontière en Sarre? Voyons tout ça ensemble dans ce reportage. Faites-vous partie de ceux qui ont installé des panneaux photovoltaïques en région frontalière? Dans le Grand Est, le photovoltaïque se développe, plus 31% de puissance installée entre 2023 et 2024. Mais le solaire ne représente encore que 3% de la production des énergies renouvelables, loin derrière l'éolien et l'hydraulique. Pour que cette énergie solaire fournisse suffisamment d'électricité, il faudra multiplier les installations. Explication avec cet enseignant-chercheur. Le photovoltaïque, l'éolien sont des énergies de flux, c'est-à-dire qu'elles dépendent du vent, elles dépendent du soleil, et une centrale nucléaire est une énergie pilotable, c'est-à-dire qu'elle est capable de générer de l'énergie à la demande, quel que soit le temps. Une tranche de centrale nucléaire génère 1000 MW, génère une puissance de 1000 MW, lorsque un terrain d'environ 50 hectares de panneaux photovoltaïques génère environ une cinquantaine de mégawattheures crête, donc ce qui représente environ quelques pourcents de ce que génère une tranche de centrale nucléaire.
Près de 84 500 panneaux photovoltaïques sont installés dans le Grand Est en 2024, contre environ 67 500 dans la Sarre. Mais proportionnellement à la surface et à la production, le solaire reste moins présent côté Grand Est. La Sarre affiche tout de même une puissance installée de 454,3 kWh par kilomètre carré. Comment peut-on expliquer ce retard entre nos deux territoires ? L'Allemagne a décidé de se passer du nucléaire. Ceci explique la raison pour laquelle elle investit massivement dans le domaine des énergies renouvelables, mais ceci, bien entendu, ne peut pas se faire sans avoir de sources pilotables, c'est-à-dire des sources soit énergie fossile malheureusement, soit qui sont basées sur le nucléaire. D'où la volonté de la France, dans sa nouvelle stratégie énergétique, d'augmenter sa puissance installée d'ici 2030. Mais dans notre région frontalière, on n'a pas attendu ces annonces pour passer à l'action. D'ici 2028, dans l'agglomération de Sarreguemines, une nouvelle gigafactory, fabricant de panneaux photovoltaïques, verra le jour. C'est le fameux projet Holosolis, avec près de 2000 emplois à la clé. Et ceci suppose bien sûr que le photovoltaïque, en tout cas les régions, qu'elles soient côté français ou côté allemand, ont parié donc sur cette énergie du futur. D'ailleurs, ici à l'IUT Moselle-Est de Forbach, on forme déjà la future génération aux particularités du photovoltaïsme. Un cours qui fait désormais partie du programme pour ses étudiants en sciences et génie des matériaux. Des études tournées vers l'avenir de la transition énergétique à 2 pas de la frontière franco-allemande. Vous êtes certainement passé à côté de cette étiquette colorée, surtout si vous êtes à la recherche d'un logement, que ce soit en location ou même à la vente. Il s'agit du DPE, le diagnostic de performance énergétique. Alors concrètement, c'est une étiquette énergétique des logements. Elle est classe de A à G+, G+ étant la plus mauvaise note donc des logements, ceux considérés comme passoires thermiques, donc très énergivores. On vous explique tout dans ce reportage. Donc ici on voit une ancienne chaudière, haute température qui fait des gaz à effet de serre. Et malheureusement ici les tuyaux ne sont pas calorifugés dans son intégralité, ici c'est pas protégé. Pour cette maison, le diagnostic est sévère. Ce sera la lettre énergétique F. F comme très énergivore. Et cette mauvaise note a des conséquences. D'ici 2028, ce type de logement sera interdit à la location en France. La vente restera autorisée, mais pas sans un audit énergétique complet. Ce qui est déterminant pour calculer la note, c'est déjà d'avoir la bonne surface, la bonne mesure des surfaces déperditives. Pour conseiller au mieux le propriétaire, l'expert est venu examiner sa maison. Il vérifie notamment la nature, l'épaisseur des murs et des fenêtres pour s'assurer que le froid ne rentre pas dans le logement. Alors en fait, ce qui est mesuré, c'est la surface des murs, longueur, largeur, c'est la surface des combles, et mesurer tout ce qui est baies vitrées, coefficient thermique des fenêtres. Donc c'est tous ces petits calculs-là qui fait qu'on obtient nos résultats. Ici, 51% de l'énergie est perdue à cause d'une mauvaise isolation des murs. L'expert préconise toujours des travaux pour améliorer la note. Donc ce qui pourrait être fait pour améliorer la note énergétique, donc là ça serait déjà réduire les besoins en consommation d'énergie. Donc là, les travaux seraient à peu près estimés vers les 80 000 €. Isolation, comble, pompe à chaleur, chauffe-eau et ventilation. Aujourd'hui, les logements classés G+ et G sont déjà interdits à la location. Ceux en F le seront en 2028. D'ici là, les propriétaires de biens classés F ne peuvent pas augmenter les loyers. Ces interdictions progressives incitent les propriétaires à rénover, comme dans cet appartement choisi par l'expert. Donc pour passer d'un DPE à un DPED, le remplacement des 6 fenêtres nous ont coûté aux alentours des 8 000 € à peu près. Il faut compter entre 1 000 et 1 500 € la fenêtre. Et du coup, ça nous a fait gagner une lettre énergétiquement. Ce DPE a plusieurs conséquences. Certains propriétaires ont dû retirer leur logement du marché et ce n'est pas la seule répercussion de ce dispositif sur le marché de l'immobilier local. Aujourd'hui, dans un DPE-F, le banquier va demander à ce qu'on améliore la note, d'accord ? Et donc la maison que j'aurais peut-être vendue il y a 5 ans à 230 000 €, ben aujourd'hui, on va la vendre. Alors,
on ne vendra pas du prix de l'audit, on ne va pas baisser le prix de 80 000 €, d'accord? Mais je veux dire, on la vendra peut-être à 200 000 au lieu de 230 000. Hein. À noter que certains logements chauffés à l'électricité ont vu leur note énergétique revalorisée en ce début d'année. C'est suite à une réforme voulue par l'État français. Le diagnostic de performance énergétique est valable 10 ans et il coûte en moyenne 100 à 200 € en France. Alors, on vient de le voir, en France, le DPE, le diagnostic de performance énergétique, fait beaucoup parler de lui et soulève de nombreuses questions pour les locataires et les propriétaires. Nous voici maintenant en Sarre, donc de l'autre côté de la frontière, pour voir ensemble comment ça se passe concrètement ici en Allemagne et rencontrer un spécialiste du logement ici à la Sozialverband VDK. Suivez-moi. Guten Tag, Wolfgang Lerch. Guten Tag, bonjour. Sie sind Wohnexperte beim Sozialverband VDK hier im Saarland. Vielen Dank, dass Sie heute mit uns sprechen. Gerne. Ich habe gehört, dass es auch hier in Deutschland einen Energieausweis gibt. Wie streng und verpflichtend ist dieser Energieausweis in Deutschland im Vergleich zu diesem französischen DPE, die wir gerade gesehen haben? Das ist in Deutschland etwas anders. In Deutschland haben wir auch die Verpflichtung, einen Energieausweis zu erstellen, wenn eine Wohnung neu vermietet oder verkauft wird. Dann muss es nach einem System einen solchen Energieausweis erstellt werden. Das hat allerdings keine Konsequenzen. Der Käufer, der Mieter, kann sich dann frei entscheiden, ob er diese Wohnung haben will mit diesem Energieausweis, Klasse A, Klasse C, D, E. Das kann der Vermieter entscheiden. Es hat im Prinzip keinerlei weitere Konsequenzen. Okay, und das Ganze soll sich dann bald verändern. Ab Mai 2026 gelten neue EU-Regeln für den Energieausweis. Was ändert sich eigentlich für Eigentümer hier in Deutschland ganz konkret? Wahrscheinlich nicht sehr viel. Die einzelne Zuordnung zu den einzelnen Klassen wird sich leicht verändern. Das wird dann europaweit ein einheitliches System geben, was aber für die Umsetzung, für die Konsequenzen im Prinzip keinerlei Auswirkungen hat. Also gibt es dann auch in Deutschland künftig keine Vermietungsverbote wie in Frankreich, wie wir das in Frankreich dann gesehen haben? Nein, das wird in Deutschland auch gar nicht diskutiert. Wir haben vielfältige Vermietungsdiskussionen in Deutschland, aber die Frage nach Vermietungsverbot, nach Verkaufsverbot gibt es in Deutschland eigentlich nicht. Okay. Und wie viel kostet heutzutage einen Energieausweis in Deutschland? Es muss von einem zertifizierten Berater erstellt werden und kosten so in der Größenordnung 300 bis 400 €. Alles klar. Und müssen alle 10 Jahre erneuert werden. Aha, okay. Beziehungsweise geplant ist sogar jetzt zukünftig nach 5 Jahren das zu machen. Das ist dann gültig für 10 Jahre. Und in Frankreich sollen sogenannte Passoire thermique, diese ineffiziente Wohnungen, nach und nach vom Markt verschwinden. Das ist auch jetzt das Ziel durch diese DPE, den wir gerade gesehen haben. Wie hoch ist dieser Sanierungsbedarf der energieineffizienten Wohnungen hier im Saarland? Wir haben im Saarland ein besonders großes Problem. Wir haben sehr viele alte Gebäude. 3/4 sind über 45 Jahre alt. Das heißt, hier besteht ein hoher Sanierungsbedarf. Zukünftig ist im Moment nach der aktuellen gesetzlichen Lage geplant, dass die schlechtesten Klassen, die beiden schlechtesten Klassen, bis 2028 bzw. 2030 saniert werden sollen. Im Moment gibt es aber eine heiße Diskussion in Deutschland über eine Änderung dieses GEG, dieses Gebäudeenergiegesetzes. Der Ausgang ist sehr offen. Aujourd'hui, cette loi allemande est contraignante mais progressive pour les propriétaires. Par exemple, si une chaudière au gaz ou au fioul est irréparable, ils ne doivent pas la remplacer immédiatement par un système à 65% d'énergie renouvelable, mais c'est bien l'orientation visée à long terme en Allemagne pour les nouveaux et anciens logements. Ils ont plusieurs années pour effectuer cette transition et en attendant, ils peuvent installer une chaudière au gaz d'occasion ou en location pour assurer le chauffage. Un point important car on sait que la majorité des Sarrois se chauffent au gaz et au fioul. Les propriétaires de logements dits passoires thermiques n'ont cependant pas d'interdiction de location comme c'est le cas en France.
Ja, okay, also es steht noch nicht fest, Steht noch nicht. was uns zukünftig erwartet. Was, wie gesagt, im Moment das aktuelle GEG schreibt das in Deutschland so vor, aber es gibt eine heiße Diskussion zwischen den beiden Koalitionspartnern in der Bundesrepublik. Eigentlich war geplant für Ende Februar diesen Jahres, also in 14 Tagen, im Bundestag ein Gesetz einzubringen, aber die Koalitionsparteien haben sich noch nicht darauf verständigt, wie dieses Gesetz aussehen soll. Deswegen kann ich dazu auch noch gar nichts sagen. Aber wie sieht es denn dann ganz konkret im Saarland aus? Gibt es dann so viele Altgebäude, die noch saniert werden müssen? Ja, im Saarland gibt es im Prinzip zwei Probleme. Also grundsätzlich haben wir sehr viele alte Gebäude. Das zum einen, die einen hohen Energiebedarf pro Quadratmeter haben, der höchste in ganz Deutschland. Da gibt es einen sogenannten Wärmemonitor. Da kann man das jedes Jahr nachlesen. Der saarländische Energiebedarf je Quadratmeter ist relativ hoch. Das ist der eine Aspekt. Und der zweite Aspekt ist, dass wir relativ große Wohnungsgrößen haben. Das heißt konkret, das sind häufig Einfamilienhäuser, in denen früher ganze Familien gewohnt haben. Jetzt sind die Kinder älter, da wohnt der Vater, die Mutter wohnt alleine in dem Haus. Das heißt, pro Person haben sie eine relativ großen Quadratmeterzahl. Und große Quadratmeterzahlen mit hohen Energiekosten kombiniert, ist keine gute Kombination. Und wie viele Energie verbrauchen Wohngebäude hier im Saarland? Und wo geht besonders viel verloren? Ja, durch diese hohe Energieineffizienz, die wir haben, geht halt sehr viel Energie durch die Wände, durch die Fenster und so weiter verloren. Und es lohnt sich für viele Ältere, die in alten Häusern wohnen, lohnt es sich nicht, die können es sich nicht leisten. Das ist so eine Kombination aus zwei schlechten Faktoren, ihre Häuser zu sanieren. Heißt es zu diesen bestimmten Gruppen, die besonders von schlecht isolierten Wohnungen betroffen sind, gehören dann meistens Leute, die leider in Armut sind? Ja, wir haben ein besonderes Problem, dass diese Kombination alte Häuser, große Wohnungen, weil Familie ausgezogen ist, und niedrige Einkommen, niedrige Rente, die Kombination ist eine schlechte, sodass wir im Saarland an Wohnkostenbelastung für den Einzelnen im Durchschnitt mit 39% weit über dem übrigen Bundesgebiet liegen und damit ein enormes Problem haben. In Frankreich kann die energetische Sanierung der Gebäude gefördert werden. Wir haben verschiedene Fördermöglichkeiten bei uns in Frankreich. Welche Fördermöglichkeiten gibt es denn im Saarland, wenn wir dann jetzt morgen, ich wohne zum Beispiel hier in Saarbrücken, ich will meine eigene Wohnung jetzt sanieren, was kann ich dann für Hilfe beantragen? Grundsätzlich ist insbesondere die sogenannte KfW-Förderung von der Kreditanstalt für Wiederaufbau, die stellt solche Sanierungsförderungsmaßnahmen zur Verfügung. Das Problem ist aber, dass die in der Höhe so beschränkt sind, dass in der Regel nach den ersten 4 Monaten eines Jahres schon die Mittel ganz aufgebraucht sind und dann geht nichts mehr. Die Saarländer sind zwar besonders schnell und der Anteil des Saarlandes ist wegen des hohen Sanierungsbedarfs bei dieser KfW-Förderung relativ hoch, aber allerdings werden die Mittel halt nur sehr beschränkt eingesetzt, sodass also nicht der eigentliche Bedarf gedeckt werden kann, sondern nur ein kleiner Bruchteil davon. Also wenn ich das gut verstehe, gibt es noch viel Arbeit für uns hier im Saarland, um gegen diese ineffiziente Wohnungen zu kämpfen. Ja, es gibt viel Arbeit noch, auch für den VDK, der sich natürlich auch darum kümmert, weil das ja viele seiner Mitglieder sind. Wir sind eine Organisation für Sozialberatung, haben einen hohen Mitgliederanteil an Rentnern und die zwar in quadratmetermäßig relativ großen, häufig in großen Wohnungen wohnen, aber mit dem besprochenen hohen Energiebedarf. Und aus diesem Zirkel kommt man ganz, ganz schlecht raus. Und was auch zum Thema Neubau, weil wir haben sehr viel über Altgebäude gesprochen, aber zum Thema Neubau gibt es dann Sozialwohnungen, die hier im Saarland gebaut werden? Im Saarland werden insgesamt sehr wenige Wohnungen neu gebaut. Wir haben im Bundesländervergleich liegen wir da mit Abstand am letzten Rang. Ein besonderes Problem sind die Sozialwohnungen dabei. In den letzten Jahren, trotz vieler Fördermittel, die der Bund dem Saarland zur Verfügung gestellt hat, ist es leider nicht gelungen, entsprechende Sozialwohnungen neu zu bauen. Das
ändert sich jetzt etwas und wir hoffen, dass das sich eher viel mehr ändert. Aber Stand heute haben wir insgesamt gut 800 Sozialwohnungen im ganzen Saarland. Und wenn wir nur den Bundesdurchschnitt haben wollten, müssten wir 13.000 haben. Sie sehen, der Unterschied zwischen 800 und 13.000 ist sehr beträchtlich. Also von daher haben wir im Saarland ein besonderes Problem. Vielen lieben Dank, Herr Lech, für alle Informationen und für das Interview. Gerne. Danke. Qu'ils soient cordonniers ou même forgerons, ces artisans ont besoin d'énergie pour réaliser leur travail. Dans notre rubrique découverte, partons maintenant à la rencontre de Thomas Maria Schmidt, forgeron indépendant à Hoheisweiler. Il s'est spécialisé dans la restauration d'œuvres historiques auxquelles il redonne vie grâce à son savoir-faire et son dévouement. Il est toujours fasciné par son métier et l'exerce avec beaucoup de passion. Nous lui avons rendu visite dans sa forge et l'avons observé pendant son travail. Thomas Maria Schmidt a su très tôt quelle voie il voulait emprunter. À 15 ans, il fait ses premiers pas dans le métier de forgeron. Grâce à un enseignant de l'époque, il a été soutenu et envoyé faire un travail d'essai chez un forgeron. Schmiede sind kreative Menschen, weil von dem Ursprung her ein Schmied legt ein Stück Metall ins Feuer und wartet, bis es warm ist. Und da hat man Zeit, für sich Gedanken zu machen. Man überlegt, was macht man, wie macht man es, warum macht man es. Man wird kreativ, das ist das eine. Und dann mit Technik und mit Geschick und auch mit Kraft so ein massives Material in eine bestimmte Form zu lenken, wie ich sie möchte. Und nicht das Material sagt mir, wo ich hingehe, sondern ich sage dem Material, wo du hingehst. Das war auch noch eine Herausforderung. Il a commencé son apprentissage à faire barre, la première pierre de sa carrière. En 1983, il réussit avec succès son examen de compagnon, mais avant de vraiment continuer, il a effectué 20 mois de service civil, une période de laquelle il garde un souvenir positif. Pour acquérir de l'expérience en dehors de son métier, il travaille un temps à la fabrique de chocolat Wavi. Mais il s'est vite rendu compte que la forge lui procurait beaucoup plus de plaisir. Il a donc pris une décision et est parti en compagnonnage. Il a surtout voyagé en Bavière, y a acquis de l'expérience et a développé ses compétences professionnelles. Das Schmiedehandwerk selbst hat sich von den Techniken, vom Verfahren wenig verändert. Das ist immer noch Wärme ins Material bringen, das ist immer noch das Material strecken, das Material biegen, das Material stauchen. Das ist alles das Gleiche. Was sich geändert hat, ist gerade mit der Frage mit dem Fußabdruck für ein, sagen wir mal, Hofgitter. Warum muss ich so viel CO2 produzieren? Kann ich das auch anders machen? Ja, kann man. Wir sind mittlerweile so weit, dass wir mit der Induktion schmieden, auch oft mit der Induktion schmieden, weil es hört sich teuer an, weil man jede Menge Strom braucht, ist im Endeffekt aber günstiger und vor allen Dingen auch umweltfreundlicher. De retour dans sa région d'origine, il passe son examen de maître. Depuis 1994, Thomas Maria Schmidt est indépendant. En 1998, il a remporté le prix PME Innovante en tant que champion d'Allemagne et avec une médaille de bronze au championnat du monde, il s'est fait un nom bien au-delà de la région. Pour un tel développement, il faut une base solide. Warum soll ich diese Ausbildung machen? Ausbildung als Schmied ist sehr wichtig in jedem Metallberuf. Ich sage immer, ein Bäcker, der keinen Teig machen kann, der ist doch kein Bäcker. Und das Schmiedehandwerk, das Verstehen des Materials, ist die Grundvoraussetzung für jeden Metaller. Ob ich im Endeffekt dann Schlosser bin, ob ich Schmied bin, ob ich Metallgestalter bin, ob ich Designer bin, ob ich Künstler bin. Aber diese Basis, die Schmiedebasis, ist ein Baustein von dem Ganzen. Und ich glaube, das ist der wichtigste Baustein. Mais l'immobilisme n'est jamais entré en ligne de compte pour lui. À 55 ans, il a de nouveau fréquenté l'université pour devenir restaurateur. Il aime le mélange entre forge et restauration. En forge, il est libre artistiquement. Il peut créer de manière créative et façonner du nouveau. En restauration, en revanche, il préserve l'histoire et insuffle une nouvelle vie aux pièces anciennes. Was auch noch entscheidend war, nachdem ich dann mit dem Schmieden soweit war, und der Restaurator anging, zu verstehen als Handwerker, was ist der Unterschied zwischen dem Restaurator und dem Schmied. Der Unterschied liegt darin, dass der Schmied immer natürlich einen Stolz hat, einen Handwerkerstolz. Wenn dann irgendwo ein Schnörkel schief eingeschweißt ist, dann macht man das raus und macht ein Gerades rein. Aber das ist nicht Sinn und Zweck des Restaurators. Der Restaurator sagt, warum ist das schief?
War der schlecht drauf, der Schmied? Konnte der das nicht besser? Hat er ein Familienmitglied verloren an dem Tag? Oder es hat ja einen Hintergrund. Also erstmal das zu hinterfragen. Es liegt ja nicht unbedingt in der Schönheit des Teils, das ich bearbeite, sondern in der Geschichte des Teils. Was war da passiert? Warum ist es passiert? Und das war eigentlich der schwierigste Punkt, was viele Handwerker, die vom Beruf rauskommen, zum Restaurator gehen, diesen Step ist der schwierigste Step überhaupt. Lass es schief sein, lass es krumm sein. Es hat seinen Sinn, das ist so. Versuche es nicht, deine persönliche Note da einzubringen oder einzuführen. Das ist nicht deine Aufgabe. Deine Aufgabe ist es, friere es ein in dem Moment, wo du es jetzt hast. Und versuch den Verfall zu stoppen. Ergänze, wenn es sein muss, zum Beispiel verkehrstechnisch. Aber die Hauptarbeit ist es, einzugefrieren, stehen lassen. En tant que restaurateur, il a déjà réalisé plusieurs projets intéressants et exigeants. Souvent pour cela, des techniques sont nécessaires, des techniques que l'on n'utilise plus au quotidien aujourd'hui. Als Restaurator kann ich jetzt Beispiel nennen. Wir haben letztes Jahr den Deutschen Metallgestalterpreis gewonnen, weil wir ein Tor rekonstruiert haben an der Villa Wolf in Pirmasens zu sehen. Es waren keine Pläne mehr da, war nichts mehr da. Wir haben uns angenähert über die vorhandene Schmiedearbeit, die noch da sind, wie Balkone und Gitter. Haben dann einen eigenen Entwurf gemacht, über das Denkmalpflegeamt das genehmigen lassen und haben dieses Tor im Atrium oder die beiden Tore im Atrium rekonstruiert. Und das war so eine Arbeit, wo man auch noch kreativ ist, aber angelehnt an das Vergangene. Was wir auch gemacht haben letztes Jahr war in Belgien, bei Antwerpen, haben wir von 1868 altes Kalvarenbergkreuz, das umgefallen war, einen Sturmschaden hatte, wieder zusammengebaut. Haben das also wir haben ein Edelstahlgerippe eingebaut, die Stabilität, die Verkehrssicherheit wieder aufgebaut und haben Gusseisen von 1868 verschweißt hier, was ein besonderes Schweißverfahren braucht. Et aussi comme formateur, il façonne l'avenir de son métier. Cette année, il a déjà formé son deuxième compagnon de Bundesliga. Il regarde avec optimisme l'avenir de l'artisanat. Das Schmiedehandwerk wird niemals untergehen. Ich habe es gerade schon vorhin gesagt, ich müsste eigentlich ein Dankschreiben machen an die Politik der vergangenen Tage. Man hat so viel Tod gespart, dass man in Deutschland so einen Restaurationsrückstau hat, dass jeder, der Schmied und Restaurator, geprüfter Restaurator wird, dass der sein Leben lang davon leben kann und gut leben kann. Pour ceux dont l'intérêt a été éveillé, Thomas Maria Schmidt propose en coopération avec quelques autres forgerons une manifestation très prochainement. Jedes Jahr veranstalten wir vom Internationalen Schmiedefachverband so ein Jung-Schmiedetreffen, dass man das Handwerk kennenlernen kann, dass man mal der Schmiede über die Schultern schauen kann. Dieses Jahr sind wir im LWL, das heißt Landesverband Westfalen-Lippe, im Freilichtmuseum Hagen. Das größte Freilichtmuseum von Deutschland mit, ich glaube, 19 verschiedenen Schmieden. Und das findet dann Ende Juni statt. Thomas Maria Schmidt est un artisan par conviction, l'un de ceux qui allie tradition et innovation. Et maintenant, pour pouvoir préparer la prochaine émission, on a bien intérêt à recharger nos batteries. Merci à tous de nous avoir suivis dans cette nouvelle aventure 100% dédiée à l'énergie. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission transfrontalière. Et d'ici là, je vous dis bis zum nächsten Mal. Tschüss!